En cette année 1911, Paris, considéré par certains comme la capitale du monde, vit encore au rythme de la Belle Époque. La France est à la pointe de l'innovation dans le domaine des sciences et des techniques. Les sports mécaniques suscitent un engouement populaire sans pareil. L'aviation est en plein essor. Les précurseurs, Voisin, Blériot, Farman, Breguet ont déjà ouvert la voie et les pilotes deviennent plus nombreux. En à peine 15 ans, le plus lourd que l'air a définitivement surclassé l'aérostation. Aérodromes et écoles de pilotage se multiplient sur l'ensemble du territoire et prospèrent au rythme des exploits individuels des aviateurs, nouveaux héros des temps modernes. Voler est devenu avant tout un sport et les pilotes français imposent leur suprématie en battant des records du monde à de multiples reprises. Marcel Loridan, le capitaine Félix, puis Roland Garros rivalisent d'audace et portent successivement le record d'altitude de 3177 à 3910 mètres. Dans le même temps, deux autres pilotes, Alfred Leblanc et Édouard Nieuport, se disputent avec acharnement le record de vitesse durant plusieurs mois, ce dernier atteignant 133 km/h le 21 juin. Enfin, Londres et Paris sont reliés pour la première fois sans escale par Pierre Prier en 3 heures et 56 minutes. Ces records sont homologués par l'Aéroclub de France, fondé en 1898, et seule autorité habilitée par l'État à délivrer des brevets depuis le 1er janvier 1910. Animés par un esprit de compétition exacerbé par les gazettes, les aviateurs se défient lors de courses mythiques. Les Jules Védrine, André Beaumont, Roland Garros deviennent en peu de temps des figures adulées du grand public. Organisé par le Petit Parisien, le Paris-Madrid de 1911 s'inscrit comme la première grande course à étapes de l'histoire de l'aéronautique. L'événement est considérable. Ce 21 mai, 200 000 personnes se massent sur le champ d'aviation d'Issy-les-Moulineaux. Les mécaniciens s'affairent sur les machines, les juges de course vérifient les appareils, les pilotes se préparent pour ce périple inédit de 1200 km. Ponctuée de multiples incidents mécaniques, l'épreuve, dont le point d'orgue est le franchissement des Pyrénées, s'avère vite une aventure périlleuse. Après plus de 28 heures de vol, seul Védrine sur Morane arrive à destination. À son retour, Paris lui réserve un accueil triomphal. À peine quelques semaines plus tard se tient le circuit européen. Organisé en véritable écurie de course, 41 équipages s'engagent au départ. Ce marathon aérien de 1600 km se déroule en 9 étapes, à travers le nord de la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Angleterre. Après de nombreuses péripéties, seulement 9 appareils terminent cette incroyable épreuve. Précédemment vainqueur du Paris-Turin-Rome, André Beaumont, excellent navigateur et mécanicien hors pair, remporte le défi. Son succès ultérieur dans le Tour d'Angleterre et d'Écosse fait de lui le vainqueur des 3 courses les plus difficiles de 1911. La coupe Michelin, remportée par Emmanuel Hélène, clôt une saison exceptionnellement riche en exploits pour les pilotes français. Industriel, mécène et promoteur passionné de l'aviation naissante, Henri Deutsch de la Meurthe crée, à Saint-Cyr, l'Institut aéronautique, premier établissement voué aux recherches et essais concernant la technique des appareils en équilibre ou en mouvement dans l'air. La multiplication des compétitions d'aéroplanes et l'accumulation des honneurs pour les pilotes français favorisent le développement d'une industrie à part entière. L'armée, désireuse d'avoir des appareils adaptés aux nécessités du service, n'est pas en reste. Le général Roch, initiateur de l'aviation militaire, organise le Grand Concours d'aviation de Reims en octobre 1911, une compétition richement dotée mais terriblement éprouvante pour le matériel et les pilotes.
les constructeurs français relèvent le défi. À l'issue d'une âpre lutte, Nieuport, Breguet, Deperdiussin s'imposent chez les avionneurs et Gnome confirme sa réputation de grand motoriste. Mais records éphémères et concours à répétition masquent difficilement un coût humain de plus en plus lourd. Sous l'impulsion de l'État, l'aviation en tire les enseignements. Une culture de la sécurité se met en place au fil des ans et des générations. 1911 reste une année exceptionnelle pour l'aéronautique française. Le 29 novembre, en hommage à Clément Ader, le général Roch, plus haute sommité administrative en aéronautique, décide que les aéroplanes seront désormais appelés avions. Résultat du développement considérable de l'aviation pendant la Première Guerre mondiale, la France compte désormais 17 000 pilotes brevetés, soit 10 fois plus qu'au début du conflit. Les stocks de machines démilitarisées et facilement convertibles sont les premières montures d'une nouvelle génération de chevaliers du ciel. Avec le retour de la paix, la poste devient timidement aérienne. Le rêve de Pierre-Georges Latécoère, évoqué dès 1918, devient réalité avec l'établissement de liaisons régulières en France, puis au-delà des frontières. Bravant tous les risques, les pilotes de l'aéropostale, qu'ils soient célèbres comme Jean Mermoz ou Antoine de Saint-Exupéry, ou totalement inconnus, ouvrent, au prix de 1000 dangers, la route de l'Afrique, première étape vers l'Amérique du Sud, où ils s'illustrent ensuite en franchissant les Andes. Dans un contexte de plus en plus international, l'esprit de compétition des aînés de 1911 s'affirme lors d'innombrables raids audacieux et de tentatives de records qui permettent d'améliorer considérablement les performances des avions. Côté français, et pour ne citer que les plus marquants, en 1924, Georges Pelletier-Doisy et son mécanicien Lucien Bezin rallient Saïgon, Shanghai, puis Tokyo, au terme d'une aventure de 120 heures de vol effectif sans TSF. En 1927, Dieudonné Coste et Joseph Lebris effectuent la première traversée de l'Atlantique Sud sans escale entre Saint-Louis du Sénégal et Natal, au Brésil, et poursuivent leur voyage en parcourant triomphalement toute l'Amérique du Sud. En 1930, Dieudonné Coste et Maurice Bellonte réalisent l'exploit de la traversée de l'Atlantique Nord dans le sens Est-Ouest et atterrissent à New York après 37 heures de vol face au vent dominant. Ces réussites permettent de défricher de nouvelles routes aériennes et préfigurent le développement du vaste réseau de lignes commerciales qui existe aujourd'hui. Fruit des talents individuels et des efforts des gouvernements successifs vers l'aviation sportive, soutenus par une industrie toujours plus innovante, les pilotes français, hommes et femmes, accumulent les records et drainent des foules considérables vers les terrains d'aviation. Dans les années 30, les fondamentaux de l'aviation sportive sont déjà tous en place. La voltige individuelle ou en formation, à l'exemple de la patrouille d'Étampes, le vol à voile, le parachutisme, la construction amateur avec le Pouls du ciel, voire le léger motorisé comme le Perret Maubusin, qui avec son moteur de 40 chevaux va rejoindre Madagascar depuis la France. René Lefebvre en est le pilote, lui qui a participé à la première traversée française de l'Atlantique Nord en 1929 avec Assoulan et Loti. L'aviation sportive actuelle est l'évolution de ce compartimentage en diverses disciplines. Même si les matériaux composites ont remplacé le bois et la toile, et que le parachute sportif est aujourd'hui une aile, l'esprit de compétition de 1911 est resté intact. L'aviation sportive, ça a toujours été une aviation de technologie, une aviation de qualité humaine, une aviation de dépassement, une aviation d'extrême qualité de pilotage, de navigation, etc. Donc il y a de très très nombreuses valeurs dans cette aviation sportive qui sont des valeurs de tout temps de l'aviation. Les grands voltigeurs poussent à l'extrême la capacité de maîtriser l'avion dans toutes circonstances, par exemple.
Les pilotes du début, beaucoup d'entre eux étaient des athlètes, parce que tenir plusieurs heures dans un cockpit ouvert avec le bruit, avec le vent, le froid, le fait qu'ils avaient des projections d'huile sans arrêt, etc., c'était quand même une épreuve. Ceux de 1925, encore plus, parce que comme ils avaient des meilleures machines, ils y restaient beaucoup plus longtemps. Et puis, comme ils faisaient des raids en permanence, au fond, ils avaient un temps d'escale fort, et ils pilotaient des heures et des heures dans des conditions tout à fait extraordinaires. Toute cette évolution de la technologie, du record et aussi du dépassement de soi du pilote et des ingénieurs, c'est ça qui fait une grande valeur de cette aviation sportive. Les pionniers d'aujourd'hui ne sont plus des gens ouvrant le cap des 200 km/h ou des 4000 mètres d'altitude, ça fait longtemps qu'on l'a passé. Ce ne sont plus des gens qui découvrent la géographie, mais cet esprit existe encore, et notamment avec comme nouvelle frontière le développement durable dans l'aviation. Et aujourd'hui, on a par exemple une histoire très intéressante qui n'est pas une histoire de record au sens sportif, il n'y a pas de compétition, mais qui est le Solar Impulse. Le Solar Impulse, c'est une machine extraordinaire, une machine destinée à faire du vol entièrement à l'énergie solaire, une aviation totalement décarbonée, dans lequel des experts de très haut niveau sont capables de tirer toutes les possibilités de la technologie, et je pense que c'est tout à fait dans le même esprit que ceux qui, en 1911, tiraient toutes les possibilités de leur machine. Toujours dans le même esprit, le Cri-Cri électrique est aussi une machine tout à fait étonnante, très particulière, pas forcément ordinaire à piloter, mais qui nous apporte une aviation tout électrique. Je crois que ce n'est pas directement l'esprit des pionniers de 1911 qui est là aujourd'hui. Il y a une partie de cet esprit dans l'aviation sportive, mais il y a aussi des témoins qui passent successivement de génération en génération et qui ont conduit à une évolution extraordinaire pour faire l'aviation telle qu'elle est aujourd'hui.